Début 2025, deux chiffres s'entrechoquent sans prévenir. Les cargaisons africaines vers l'Europe reculent, mais la valeur par tonne de cobalt, d'or et d'uranium bondit sur les écrans. Dans l'ombre, des gouvernements testent contrats, monnaies, routes commerciales et exigences de raffinage et exposent les interstices où l'asymétrie s'est fabriquée pendant des décennies. Que change ce renversement pour vous, concrètement, si Ibrahim Traoré nomme ce déplacement et si l'Afrique cesse d'attendre une approbation, obligeant certaines puissances à perdre leur vieux réflexe de décider à la place des autres? Chaque chaîne mondiale devra se relire. La promesse de ce récit est volontairement exigeante. Il ne s'agit pas de commenter une succession d'annonces techniques, mais de fournir une grille de lecture opérationnelle pour comprendre comment un déplacement discret de la valeur peut remodeler des rapports de force mondiaux en apparence figés. En moins de 30 minutes, l'objectif est de transformer des données dispersées, contrats, monnaie, normes industrielles, décisions politiques, en une architecture lisible où chaque choix prépare le suivant. Le bénéfice pour le spectateur est concret: anticiper plutôt que réagir. Comprendre où se crée réellement la valeur permet de mieux lire les chocs économiques à venir, qu'ils touchent les entreprises, l'emploi, les prix ou les chaînes d'approvisionnement du quotidien. L'enjeu dépasse les États. Il concerne aussi la capacité de chacun à interpréter un monde où le pouvoir ne s'exprime plus seulement par la force ou le discours, mais par le contrôle du tempo économique. Dans ce cadre, les prises de position d'Ibrahim Traoré servent moins de slogans que de repères analytiques pour décrypter une dynamique déjà en mouvement. En quelques jours, un chiffre a servi de révélateur. Le prix du cobalt a triplé sur les marchés internationaux. Presque simultanément, plus de 30 milliards de dollars de réserves ont été déplacés hors de l'euro, signal rare par son ampleur et par sa coordination. Pris ensemble, ces deux faits montrent que la valeur ne circulait plus comme prévu et que le contrôle du tempo devenait un levier politique mesurable. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au cadre antérieur. Pendant des décennies, l'Europe a fixé normes, prix et routes commerciales, tandis que l'Afrique assurait des flux réguliers de matières premières. Cette stabilité apparente reposait sur trois mécanismes étroitement liés: des monnaies arrimées, des contrats de long terme assortis de conditions asymétriques et une désindustrialisation rendue rentable par l'importation de produits finis à bas coût. Tant que ces leviers restaient intacts, l'asymétrie semblait presque naturelle. Début 2025, un détail longtemps ignoré a refait surface. Derrière chaque exportation, un coût invisible s'accumulait et il suffisait qu'un pays suspende ses cargaisons pour faire vaciller l'ensemble. Lorsque Kinshasa a conditionné le cobalt à la construction de raffineries locales, l'effet a été immédiat. Les écrans ont clignoté, les modèles ont été recalibrés et la dépendance européenne est devenue quantifiable. Dans le même temps, l'interdiction ghanéenne d'exporter de l'or non raffiné a déplacé la création de valeur vers l'amont, forçant les investisseurs à revoir leurs chaînes. C'est dans cet espace que les prises de position d'Ibrahim Traoré ont trouvé une résonance nouvelle. Elles n'apparaissaient plus comme des signaux isolés, mais comme des points d'ancrage d'une dynamique émergente partagée par plusieurs capitales africaines. La question n'était plus de savoir si l'Afrique réagissait, mais si elle imposait désormais son rythme. Pour saisir ce moment sans le réduire à des abstractions, certaines figures ont servi de repères plutôt que de moteurs uniques. Elles aident à lire une transformation collective déjà engagée. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce rôle de boussole analytique. Ses déclarations, d'abord perçues comme symboliques, ont progressivement été relues comme des diagnostics stratégiques, donnant un langage commun à des décisions en gestation dans plusieurs capitales africaines.
Ce n'est pas un récit héroïque, mais une manière de rendre lisible une dynamique partagée. Pour rendre cela plus concret, regardons deux microcas qui permettent d'en mesurer les effets précoces. Au Mali, la suspension de permis miniers détenus par des entreprises françaises n'a pas provoqué l'effondrement annoncé. Au contraire, elle a déclenché une renégociation accélérée des contrats. Le centre de gravité des discussions s'est déplacé. Moins de clauses politiques, davantage d'exigences sur la transformation locale, la participation nationale et la transparence. Le simple fait de rouvrir les termes a révélé que le pouvoir de fixation des règles n'était plus automatiquement extérieur. Au Ghana, l'interdiction d'exporter de l'or non raffiné a produit un impact d'une autre nature. En quelques semaines, des investisseurs ont proposé des cofinancements d'infrastructures de raffinage sur place. Là où l'on anticipait un retrait des capitaux, on a observé une reconfiguration des chaînes de valeur. La contrainte est devenue levier et le calendrier d'investissement s'est allongé. Ces exemples restent limités en volume, mais ils sont décisifs par leur signal. Modifier un seul point, le lieu où la valeur est captée, suffit à déplacer l'équilibre entre producteurs, acheteurs et intermédiaires. Avant le basculement, la séquence paraissait familière et presque routinière. Les matières premières étaient quittaient les ports africains à un rythme régulier, les contrats étaient renouvelés sans heurte visible et les marchés européens intégraient ces flux comme une donnée acquise. Cette continuité entretenait une illusion de stabilité. Les signaux faibles existaient déjà, mais ils étaient relégués au rang d'anomalies temporaires plutôt que reconnus comme des prémices de rupture structurelle. L'activation est venue d'un premier geste jugé symbolique par certains observateurs. Conditionner certaines exportations à une transformation locale a déplacé instantanément la discussion du volume vers la valeur. Les partenaires historiques ont cherché à temporiser, à invoquer des contraintes techniques, à demander des délais. Pourtant, la logique avait changé. Le temps n'était plus un paramètre neutre, il devenait un outil de négociation. Chaque semaine gagnée ou perdue modifiait l'équilibre des concessions possibles. La montée en intensité a suivi rapidement. Lorsque la République démocratique du Congo a suspendu ses cargaisons de cobalt en l'absence de raffinerie sur le sol africain, l'effet a dépassé les anticipations. En quelques heures, les marchés ont réagi, les prix ont bondi et les industriels ont compris que la chaîne pouvait se rompre en amont. Ce n'était plus une menace abstraite mais un fait mesurable. Dans le même mouvement, la décision du Ghana d'interdire l'exportation d'or non traité a confirmé que ces gestes n'étaient pas isolés. Ils formaient une séquence cohérente, lisible pour les investisseurs comme pour les gouvernements. Le point culminant est arrivé avec la coordination. Plusieurs ministres ouest-africains ont annoncé simultanément la suspension d'une part significative de leurs réserves libellées en euros. Le chiffre a circulé immédiatement, mais c'est surtout la synchronisation qui a frappé les esprits. Les marchés ont vacillé, les réunions d'urgence se sont multipliées à Bruxelles et les secteurs industriels dépendants des métaux critiques ont commencé à ralentir. La réaction européenne, fragmentée mais anxieuse, a servi de révélateur involontaire de la vulnérabilité accumulée. Au cœur de cette séquence, les prises de position d'Ibrahim Traoré ont joué un rôle d'amplification symbolique. Elles n'étaient pas la cause unique des événements, mais elles ont fourni un cadre narratif clair à ce qui se déroulait. En affirmant que l'Afrique cessait d'attendre une approbation extérieure, il a donné une cohérence politique à des décisions économiques dispersées, transformant une série d'initiatives nationales en perception de stratégies collectives. Les répliques ont été immédiates. Les ports méditerranéens ont ralenti, certains jusqu'à l'immobilité. Les industriels européens ont évoqué des pénuries potentielles, tandis que les analystes parlaient désormais de rupture d'approvisionnement plutôt que de simples tensions.
En Afrique, le climat était différent. Ce qui se produisait n'était pas vécu comme une crise, mais comme une restauration graduelle d'un pouvoir de décision longtemps délégué. Cette séquence, activation, montée, point culminant, puis race réplique, avait rompu l'ancien automatisme et le tempo ne venait plus uniquement de l'extérieur. Commençons par le point de départ, ce qu'on pourrait appeler la baseline. L'ensemble semblait solide et presque incontestable. Les chaînes d'approvisionnement européennes reposaient sur des flux continus, des contrats de long terme et une concentration géographique jugée efficace. Les matières premières africaines entraient dans les modèles économiques comme des variables stables intégrées à des prévisions où le risque politique était marginalisé. Tant que le point de sortie de la ressource restait hors débat, cette architecture paraissait rationnelle et durable. Puis survient le premier écart, le premier delta. Il a été brutal et mesurable. Le prix du cobalt a triplé en quelques jours. Cette envolée n'a pas été absorbée par des ajustements marginaux. Elle a montré que l'offre n'était pas substituable à court terme et que certains secteurs industriels étaient incapables d'encaisser un choc d'une telle amplitude sans ralentir. Ce chiffre n'était pas seulement un signal de marché, il mesurait la fragilité d'un système bâti sur l'abondance supposée et sur la continuité des flux. Ensuite, un second indicateur a consolidé la rupture. Plus de 30 milliards de dollars de réserves ont été déplacés hors de l'euro lors d'annonces coordonnées. Ce transfert massif a signalé une réorientation monétaire assumée. Il a révélé que l'arrimage financier, longtemps présenté comme technique et neutre, pouvait devenir un levier politique explicite. En une décision collective, des décennies d'habitudes ont été remises en question, forçant les marchés à intégrer un risque auparavant sous-estimé. Enfin, un troisième chiffre, plus structurel, s'impose. Environ 90% du cobalt importé par l'Europe provenait d'Afrique. Cette concentration expliquait l'effet domino observé lors des suspensions de cargaison. Elle transformait chaque décision prise à Kinshasa, Accra ou Ouagadougou en variable géopolitique majeure. Il ne s'agissait plus d'un débat sur les volumes, mais sur le contrôle du point critique où la valeur bascule entre extraction et transformation. Pris séparément, ces indicateurs impressionnent. Ensemble, ils dessinent une dynamique cohérente. Le contrôle du tempo s'est déplacé du consommateur vers le producteur, en exigeant des raffineries locales, des audits et des participations nationales. Plusieurs gouvernements ont déplacé la création de valeur vers l'amont. Le marché, habitué à fixer les conditions, s'est retrouvé à devoir les accepter. Dans ce cadre quantifiable, les prises de position d'Ibrahim Traoré ont servi de repères analytiques plutôt que de déclencheurs isolés. Elles ont articulé une lecture où les chiffres n'étaient pas des anomalies conjoncturelles, mais les symptômes d'un changement mesurable. En liant souveraineté économique et maîtrise de leviers concrets, son discours a renforcé l'idée que le basculement observé relevait d'une mécanique vérifiable, non d'une posture idéologique. La comparaison avant-après est nette. Avant, les prix reflétaient une abondance supposée et une gouvernance externalisée. Après, ils intègrent une contrainte politique assumée. Tant que ces deltas persistent, les acteurs devront composer avec une réalité nouvelle où la valeur ne suit plus automatiquement les anciennes routes. Les critiques les plus solides du basculement d'observer s'articulent autour de deux arguments qu'il faut examiner sans les caricaturer. Le premier affirme que la dynamique actuelle n'est qu'un ajustement temporaire. Selon cette lecture, la hausse des prix et les annonces politiques auraient créé une tension spectaculaire mais passagère. Les marchés européens, habitués au choc, finiraient par diversifier leurs sources, renégocier les contrats et rétablir un équilibre proche de l'ancien. Les suspensions de cargaison et les exigences de transformation locale seraient alors interprétées comme des leviers de négociation ponctuels appelés à perdre leur efficacité
une fois l'offre réorganisée. Le second argument insiste sur la fragmentation africaine. Il souligne la diversité des intérêts nationaux, les contraintes budgétaires persistantes et les dépendances technologiques encore fortes. Dans cette perspective, l'élan actuel se heurterait rapidement à des divergences internes. Certains États pourraient privilégier la continuité des revenus à court terme, d'autres revenir vers des mécanismes financiers traditionnels sous pression extérieure. La coordination continentale serait jugée trop fragile pour soutenir un changement durable de structure. Ces deux positions paraissent couramment cohérentes sur le papier, mais elles se heurtent aux éléments factuels déjà observés. La première sous-estime l'ampleur des deltas mesurables. Un triplement du prix du cobalt en quelques jours n'a pas été absorbé par le système européen. Il a provoqué des alertes industrielles, des arbitrages coûteux et des ralentissements concrets. De même, le déplacement coordonné de plus de 30 milliards de dollars hors de l'euro correspond à une décision stratégique lourde, difficilement réversible à court terme. La seconde critique néglige un point central. L'unité n'a pas besoin d'être parfaite pour produire des effets systémiques. Une cohérence minimale sur quelques leviers clés. Transformation locale, tempo des exportations, diversification monétaire a suffi à déclencher des réactions en chaîne sur les marchés et dans les capitales européennes. Dans ce contexte, les prises de parole d'Ibrahim Traoré ont joué un rôle de clarification. Elles n'ont pas effacé les divergences, mais elles ont rendu lisible une dynamique intermédiaire, suffisamment coordonnée pour déplacer le pouvoir, suffisamment flexible pour s'adapter. Ce point médian ne tient pas à une annonce supplémentaire, mais à une inversion silencieuse des rôles. Jusqu'ici, le pouvoir semblait résider dans la capacité à fixer des règles stables et prévisibles. Désormais, il se mesure à l'aptitude à les faire bouger au bon moment. Ce déplacement s'est produit lorsque des décisions africaines ont cessé d'être interprétées comme des exceptions pour devenir des paramètres intégrés par les marchés et par les gouvernements partenaires. Le révélateur n'a pas été spectaculaire, mais il a été décisif. Les industriels européens ont commencé à planifier sous contrainte, non plus en optimisant uniquement les coûts, mais en sécurisant l'accès aux ressources. Les gouvernements ont ajusté leur langage parlant de partenariat rééquilibré plutôt que de continuité. Cette inflexion lexicale signalait une reconnaissance implicite. L'ancien automatisme ne fonctionnait plus. Dans ce moment précis, les prises de position d'Ibrahim Traoré ont pris une valeur particulière. Non parce qu'elles annonçaient une rupture totale, mais parce qu'elles nommaient clairement le déplacement en cours. En rappelant que la souveraineté s'exerce dans la maîtrise des points critiques, son discours a réduit l'ambiguïté et accru la lisibilité du mouvement pour des acteurs extérieurs encore hésitants. À partir de là, la question centrale s'est déplacée. Il ne s'agit plus de savoir jusqu'où ira le basculement, mais comment chaque acteur s'y adapte concrètement. Les conséquences deviennent alors inévitables, différenciées et impossibles à ignorer. Les effets concrets du basculement apparaissent clairement lorsqu'on observe séparément quatre ensembles d'acteurs. Chacun est touché par des mécanismes distincts, mais tous sont reliés par un même déplacement du pouvoir économique, devenu visible et mesurable. Pour les États, la transformation est d'abord institutionnelle. La capacité à moduler le calendrier des exportations et à redéfinir les conditions de transformation locale a ouvert une marge de manœuvre budgétaire inédite. Plusieurs gouvernements africains ont renégocié sans craindre une réaction immédiate des agences de notation. Cette latitude nouvelle a renforcé la crédibilité politique de décisions longtemps jugées irréalistes. Dans ce cadre, les interventions d'Ibrahim Traoré ont servi de catalyseur symbolique, donnant une cohérence lisible à des choix jusque-là perçus comme isolés et affirmant que la souveraineté pouvait s'exercer par des leviers quantifiables. Pour les entreprises, l'impact est nettement asymétrique. En Afrique,
Les acteurs miniers et logistiques ont dû intégrer des exigences plus strictes: transformation locale, participation nationale, audit renforcé. À court terme, ces contraintes ont ralenti certains projets. À moyen terme, elles ont favorisé l'émergence de chaînes de valeur plus robustes, moins exposées aux chocs externes. En Europe, la situation a été plus tendue. Les industriels dépendants des métaux critiques ont dû arbitrer entre hausse des coûts et sécurisation des volumes, révélant une vulnérabilité longtemps minimisée dans les modèles économiques. Pour les populations, les effets sont plus diffus mais tangibles. Dans plusieurs zones urbaines africaines, l'annonce de raffineries et d'infrastructures locales a suscité des attentes nouvelles en matière d'emploi et de formation. Les revenus n'ont pas augmenté de manière uniforme, mais la perspective d'une valeur retenue localement a modifié le climat social. Dans certaines régions, des ajustements de prix ont accompagné la réorientation des flux commerciaux. Malgré ces tensions, le sentiment dominant a été celui d'un rééquilibrage psychologique, l'idée que les règles pouvaient enfin être discutées. À l'échelle internationale, le signal a été interprété comme un réalignement durable. L'Europe a dû reconnaître la fin d'une influence automatique sur ses approvisionnements stratégiques. Les États-Unis ont observé un phénomène échappant aux catégories classiques de pression ou d'alliance. La Chine, l'Inde et les pays du Golfe ont saisi l'opportunité de proposer des accords moins asymétriques, accélérant une dynamique multipolaire. Dans ce contexte élargi, les prises de parole d'Ibrahim Traoré ont circulé bien au-delà du Burkina Faso, cristallisant l'idée que le centre de gravité se déplaçait. Pris ensemble, ces quatre niveaux montrent que le basculement n'est ni abstrait ni uniforme. La valeur ne disparaît pas, elle change de trajectoire. Et ce déplacement redéfinit durablement la manière dont chaque acteur évalue ses options et ses dépendances. Les 12 prochains mois constituent une phase de test décisive. À partir des comportements déjà observés, trois trajectoires plausibles se dessinent. Il ne s'agit pas de prédictions, mais de cadres conditionnels pour lire ce qui vient sans céder ni à l'euphorie ni au déni. Dans un scénario central de rééquilibrage contrôlé, si les États maintiennent les mesures actuelles tout en consolidant leurs capacités administratives, un nouvel équilibre dynamique peut s'installer. Les projets de raffinage progressent par étapes, les audits débouchent sur des renégociations ciblées et l'Europe adopte un ton plus pragmatique. Les flux commerciaux se redistribuent sans rupture brutale, baisse modérée vers l'Europe, hausse vers l'Asie et le Golfe. Les marchés intègrent la contrainte politique comme un paramètre durable. Dans ce cadre, les prises de position d'Ibrahim Traoré continuent de servir de repère politique, sans accélération excessive ni retour en arrière. Dans un scénario plus favorable de consolidation panafricaine, si la coordination s'approfondit au-delà des annonces, l'élan peut se transformer en bloc stratégique. Une plateforme d'échange de matières premières gagne en liquidité, attirant de nouveaux acheteurs. Des instruments monétaires adossés aux ressources renforcent la stabilité locale. Les industriels européens, confrontés à la réalité, investissent davantage sur place pour sécuriser l'accès. Les populations commencent à percevoir des bénéfices plus directs: emplois plus qualifiés, diversification économique, réduction progressive de la dépendance aux importations. Le contrôle du tempo devient alors un avantage durable. Dans un scénario de friction et de pression, si des divergences internes s'accentuent, l'élan peut se fragmenter. Certains États, sous contraintes budgétaires, privilégient des solutions de court terme. Des accords bilatéraux contradictoires affaiblissent la cohérence collective. En réaction, l'Europe envisage des mesures réglementaires ou commerciales pour protéger ses intérêts.
Les investissements ralentissent, l'incertitude augmente et le mouvement perd en lisibilité. Il ne s'inverse pas, mais il s'étire. Une recommandation de lecture s'impose. Plutôt que de chercher un verdict rapide, il faut observer les points de tenue, coordination des annonces, continuité des exigences de transformation, cohérence monétaire. Si ces points tiennent, le basculement s'ancre. S'ils cèdent, la transition s'allonge. La clé n'est pas la vitesse, mais la constance. À ce stade, le basculement cesse d'être une abstraction géopolitique et touche directement le lecteur selon sa position. Trois profils permettent d'en saisir les implications concrètes sans réduire la complexité du moment ni forcer une lecture unique. Pour celles et ceux qui cherchent une boussole personnelle, le récit de 2025 agit comme un miroir analytique. Il rappelle qu'un système peut sembler immuable jusqu'au jour où ses points de fragilité deviennent visibles. La souveraineté décrite ici n'est pas un slogan lointain. Elle invite à interroger ses propres dépendances, qu'elles soient économiques, professionnelles ou liées à des choix quotidiens. Comprendre comment un acteur collectif reprend la maîtrise du tempo aide à identifier des marges d'autonomie, souvent négligées à l'échelle individuelle. Pour les travailleurs, entrepreneurs et innovateurs, les effets sont plus opérationnels. Les chaînes de valeur se recomposent, la localisation de la production devient un critère stratégique et de nouveaux métiers émergent autour de la transformation, de la logistique et de l'analyse des risques. Dans ce contexte, l'Afrique n'apparaît plus seulement comme un fournisseur, mais comme un espace de conception de modèles alternatifs. Anticiper ces déplacements peut orienter des choix de carrière, d'investissement ou de partenariat à moyen terme. Les prises de parole d'Ibrahim Traoré, replacées dans ce cadre, servent de repères pour comprendre où se déplacent réellement les centres de décision. Pour celles et ceux qui s'intéressent à l'ordre international, le moment impose un ajustement mental. Il devient difficile de penser le pouvoir comme une donnée figée. Les décisions observées montrent qu'il circule, se déplace et se reconfigure dès que des leviers concrets sont actionnés. Cette lecture oblige à revisiter crise, alliance et dépendance non comme des fatalités, mais comme des constructions réversibles. Dans ces trois cas, un point commun s'impose. Le basculement africain ne dicte pas une conduite unique, mais il modifie durablement le cadre dans lequel chacun résonne. Ignorer ce changement revient à lire le présent avec des catégories périmées. Pour que l'élan observé se transforme en structure durable, il doit s'ancrer dans une séquence d'actions précises, vérifiables et capables de résister au temps. Les les prises de position d'Ibrahim Traoré ont rappelé un principe simple. Le changement ne se consolide pas par l'intention, mais par l'architecture mise en place. La première étape consiste à harmoniser les cadres miniers et monétaires. Les ministères des Finances et des Mines sont responsables. L'action vise à aligner les obligations de transformation locale, les taux de participation nationale et les règles d'exportation. L'horizon est de 6 à 12 mois. Les indicateurs de suivi sont la proportion de contrats renégociés et la part de valeur retenue localement. La deuxième étape porte sur la construction d'une capacité industrielle minimale commune. Des consortiums publics-privés régionaux pilotent le déploiement de raffineries pilotes dans quelques pôles stratégiques. L'horizon est de 12 à 18 mois. Les indicateurs sont les volumes raffinés sur le continent et la réduction des exportations brutes. La troisième étape vise le déploiement d'une infrastructure panafricaine de paiement. Les banques centrales et les instances régionales coordonnent le lancement d'un réseau adossé aux ressources naturelles. L'horizon est une phase pilote sous un an. Les indicateurs sont le nombre et la valeur des transactions réalisées hors des circuits traditionnels. En parallèle, il faut sécuriser la souveraineté numérique et impliquer les communautés productrices par des mécanismes transparents de redistribution. Ces deux dimensions conditionnent l'acceptabilité sociale et la résilience politique.
Si ces étapes avancent de concert, la souveraineté cesse d'être un discours et devient une pratique mesurable. Lorsque l'on revient aux scènes évoquées plus tôt, port ralenti, marché nerveux, communauté productrice longtemps reléguée à l'arrière-plan, un fil narratif réapparaît avec netteté. La transformation en cours ne s'est pas imposée par un geste spectaculaire unique, mais par une accumulation patiente de décisions cohérentes, souvent techniques, parfois invisibles. Ce sont ces lieux concrets, absents des grands discours, qui donnent au basculement sa profondeur réelle. Le motif central esquissé tout au long du récit est celui de la valeur qui cesse de s'échapper. Raffinerie en projet, contrat rouvert, monnaie diversifiée. Chaque élément renvoie à une même idée, celle d'un point de bascule déplacé. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros solitaire, mais comme un repère. Ses prises de parole ont servi à nommer ce qui se produisait déjà, à relier des gestes dispersés en une trajectoire lisible pour l'extérieur comme pour l'intérieur. Le rappel est essentiel. Ce n'est pas la personnalité qui fait le changement, mais la capacité collective à tenir une ligne dans le temps. Les décisions observées montrent qu'un continent peut cesser de douter de sa marge d'action. Quand la valeur reste, la confiance revient. Cette phrase résume l'émotion sous-jacente du moment. Une recomposition ni euphorique ni vindicative, mais résolue. Vous avez parcouru les faits, il reste à décider comment les lire. À ce point du récit, il ne s'agit ni de conclure par un verdict, ni d'inviter à une adhésion. Ce basculement appelle plutôt une mise en dialogue lucide. Les images traversées, ports silencieux, chaînes industrielles sous tension, communautés productrices redevenues visibles, fonctionnent comme des symboles d'un ordre mondial qui se recompose sans fracas spectaculaire, mais avec des effets durables. Comprendre cette dynamique, c'est accepter que les anciens réflexes d'analyse ne suffisent plus. Les rapports de force ne se lisent plus uniquement dans les discours ou les alliances formelles, mais dans la maîtrise concrète des leviers économiques. Les prises de parole d'Ibrahim Traoré, relayées bien au-delà de leur contexte initial, rappellent une idée simple. Écouter les signaux faibles devient aussi important que décider. La question ouverte n'est donc pas de savoir qui gagne ou qui perd, mais comment chacun se positionne dans un monde où le tempo change de main. Observer, analyser, débattre font désormais partie de l'action. Face à ce nouvel agencement, quelle posture choisissez-vous? Spectateur attentif, analyste critique ou acteur conscient d'un ordre en transition?